Comme dans la plupart des grandes villes, à Paris, dans les beaux quartiers, tous les jours c'est la cour des miracles. Des femmes trouvent comme par enchantement des bagues en or au pied des passants. Nous équipons notre journaliste d'une caméra cachée et nous allons la suivre à distance pour comprendre qui sont ces trouveuses de bagues. Et après quelques minutes, bingo, cette femme ramasse juste devant nous une bague. Comment? C'est de l'or. Ah, je sais pas. C'est pas à moi. Vous croyez que c'est de l'or? Oui. C'est vrai? Furiu. De l'or qui furiu. Bah non, allez, c'est vous qui l'avez trouvé. Évangéliste, je ne sais pas d'ici. Merci. Merci. Cette Roumaine prétend être évangéliste et n'avoir pas le droit de porter de bijoux. Elle nous laisse la bague et fait mine de s'en aller avant de faire brusquement demi-tour. Oui. C'est possible de s'en bijoux là. Vous voulez de l'argent contre la bague? J'ai 10 €. Tenez. Merci. Au revoir. Une arnaque bien rodée. Pour gagner un peu d'argent dans les grandes villes, des dizaines de gens du voyage ont fait du coup de la bague leur spécialité. Tous les jours, ils arpentent les rues passantes à la recherche de proies un peu crédules. Et ça marche. Les employés des boutiques de rachat d'or connaissent bien la musique. Bonjour. Bien sûr, madame, si c'est en argent massif, bien sûr, nous reprenons. Régulièrement, des personnes frappent à leur porte avec la bague. Elles veulent toutes en obtenir un bon prix. Ils arrivent avec la bague, ils la posent en général ici, et puis on la regarde, et puis la première chose qu'on dit, mais vous savez, nous on en a plein notre tiroir, donc on sort et on a dit, écoutez, voilà. C'est un peu comme le Canada Dry, ça a le goût de l'alcool, ça a la saveur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool là, c'est pas une Ferrari en fait, c'est une Ferrari, mais il y a un moteur de chevaux à l'intérieur. Ces bagues en laiton assez lourdes et avec des faux poinçons n'ont aucune valeur. Elles sont uniquement fabriquées pour piéger les passants. Au commissariat du 1er arrondissement de Paris, les hommes de la brigade anticriminalité connaissent eux aussi cette petite arnaque. Christophe, policier depuis 17 ans, l'aperçoit à chaque coin de rue lors de ses patrouilles en civil. À peine sorti du commissariat, le policier voit un jeune homme qui se fait avoir. Voilà, je vais remettre une petite pièce. Vous parlez français? Non, oui. Ah, Excusez-moi. Vous êtes perturbé, on dirait. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il m'a parlé, il m'a demandé 1,50 € pour mes cafés. D'accord, il vous a même pas proposé une bague là? Ah oui, si, ça. Ah bah oui. Elle est tombée par terre. Justement, moi, je sais pas qui elle est. Moi je vais vous le dire, elle est à lui. Elle est à lui, là, c'est tombé par terre. Et... Tout à fait, pour obtenir un peu d'argent. Ah d'accord. Bah voilà, donc... non, ça m'intéresse pas, c'est pas de l'or de toute manière. Ah, je sais pas. Tenez, ça vous fera un souvenir. Ouais, c'est bien bon. Mais vous connaîtrez la technique comme ça. Merci beaucoup. Au revoir, de rien. Quelques mètres plus loin, nous retrouvons l'escroc. Il est déjà en train de piéger une autre victime à la terrasse de ce café. Nous essayons d'en savoir un peu plus sur cette fameuse bague. bonjour. Ça a marché? Non. Et tu les fabriques où les bagues? Là, on pas fabrique moi. T'achètes où, en Roumanie? Non, pas fabrique moi là-bas. La Roumanie fabrique pas moi. T'achètes 50, 100, 200 bagues là-bas? T'achètes des sachets de bagues? 400. 400? 400 bagues. Et combien de lait 400 bagues? 400 bagues. 150 €. Soit un peu moins de 40 centimes l'unité. Une affaire facilement rentable. Moi, je sais que ça, c'est escroquerie. C'est pas bien qui fait moi, ça. Donc, il n'y a pas de travail qui est fait. Voler, non. Moi, pas. Voilà, au moins c'est bien, tu voles pas. C'est déjà ça. Selon nos estimations, ces petits escrocs gagnent parfois plus de 1 500 € par mois. C'est de l'embrouille, de la ruse, de la détourne, et puis un tour passe-passe, ils arrivent. Les bagueurs ne sont plus arrêtés. L'escroquerie est trop petite. Les policiers du 1er arrondissement se concentrent sur des arnaques plus importantes, les vols en bande organisée, les vols avec ruse ou encore les fausses pétitions. Dans les grandes villes, en banlieue ou dans les petits villages de nos campagnes, des délinquants utilisent la ruse pour se faire beaucoup d'argent. Faux papiers, déguisements, matériel high-tech. Ils ne reculent devant rien pour dépouiller leurs victimes. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi différents services de police et de gendarmerie qui font la chasse aux escrocs. Oui, on les a. Pascal, policier à l'ancienne, est passé maître dans l'art de repérer des groupes de voleurs très astucieux qui ciblent les passants.
La Sûreté territoriale du Val-de-Marne cherche à remonter la piste d'un as de la fraude aux multiples identités. On a bien fait de péter la porte. Alors. Mais à l'heure des nouvelles technologies, les escroqueries se retrouvent sur Internet. À Toulouse, les gendarmes de la section de recherche Il a dû dans Rivière que j'écoute. enquêtent depuis des mois sur un réseau de hackers qui achètent sur la toile des numéros de cartes bancaires volés. Le réseau qu'on a découvert relève de plus de 6 millions d'euros. Mais les arnaques peuvent aussi frapper à votre porte. Bonjour monsieur, vous allez bien? Nous avons infiltré une société aux pratiques étonnantes, où les primes se jouent aux fléchettes. Ces vendeurs sont prêts à tout pour se débarrasser de leurs coûteuses marchandises. On est chez les gens, il n'y a plus de pitié quoi. Qui sont ces rois de l'arnaque? Vous êtes un escroc monsieur. Manipulation, réseau pirate, escroquerie en bande organisée, plongés au cœur d'un monde sans scrupules, où les victimes se comptent par milliers. Pour ma fille, elle n'aura pas de Noël. Brigade anticriminalité du 1er arrondissement de Paris. Je vais récupérer mon arme, s'il te plaît. Pascal, policier depuis plus de 20 ans à la BAC, part à la chasse aux escrocs en bande organisée. C'est utile d'être armé à la BAC? Il y a des fois, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut très bien tomber sur un vol à la tire, comme un braquage en cours. Mais avant d'aller sur le terrain, le policier soigne particulièrement son apparence. Sac à dos, pour faire touriste? Pour faire le touriste. Enfin, essayer de faire le touriste. Des fois, ça marche. Hier, ça a marché. On va voir si ça va marcher aujourd'hui. Grâce à ce look de parfait touriste, Pascal prend chaque mois une quinzaine d'escrocs en flagrant délit. Tous les jours, Pascal marche une vingtaine de kilomètres dans son secteur et il repasse souvent aux mêmes endroits. Alors pour éviter d'être démasqué, il patrouille seul et il change plusieurs fois de vêtements. Technique aussi de changer un peu d'apparence. Voilà, ouais. Ça permet de noyer le poisson. Direction le Palais Royal. Devant la bouche de métro, Pascal repère un groupe d'arnaqueurs. On a 2 pétitionnaires, 3 même. On va s'approcher, il y en a une qui a réussi à avoir une potentielle victime. Les pétitionnaires, des petits groupes de gens du voyage qui demandent une signature et de l'argent pour de fausses associations. Généralement, à l'arrivée des policiers, ils prennent la fuite. Mais Pascal passe incognito. Non, non. Non? Non. Bye bye. Bon, en fin de compte, ils font signer une pétition pour une association de sourds et muets. Et ils récoltent l'argent. Et malheureusement, l'argent ne va pas aux personnes qui sont handicapées. Donc là, qu'est-ce que tu fais là? Tu les détruis? Destruction. Destruction. Mais bon, elles ont déjà les copies qui sont rangées déjà dans un coin. Et là, on risque de les retrouver bientôt ici? Ah ben demain, elles sont là. Hein. Même peut-être tout à l'heure. Donc on refera la même chose. On refera la même chose. Pascal se contente de chasser le groupe. Il mène contre eux une guerre d'usure. Voilà. Car il a d'autres priorités. Les bandes de voleurs qui détroussent les touristes grâce à la ruse. Pour les interpeller, le policier doit les prendre en flagrant délit. Et c'est ce qui va se passer. Métro Opéra, Pascal aperçoit 3 individus suspects. Il y en a 2 qui sont dans la file d'attente. Et le 3e, il est côté portique, ouverture des portes. Il est en train de faire le chouf. Le chouf, c'est cet homme à la chemise bleue. Son rôle, guetter l'arrivée des policiers et prévenir ses 2 complices occupés à chercher une proie. Pascal n'est pas repéré. Habillé en touriste et placé dans la file d'attente du distributeur de tickets de transport, il a un point de vue idéal. Ah ouais, ça cherche, ils sont juste là. Et ils bossent comme des bouchers. Hein. C'est le plus gros, le plus costaud. Il a un appareil photo en bandoulière, donc ça fait vraiment tourisme. Les 3 malfaiteurs ont la même technique que le policier. Pour ne pas attirer l'attention, ils sont eux aussi déguisés en touristes. Ouais. Hop là, ils ont vu une victime. La femme avec son sac là. Pantalon blanc. Voilà, ça suit. Finalement, ils prennent en chasse un homme avec un sac à dos. Là, ils ont réussi là. Le policier les voit voler son portefeuille. Et là, il faut du monde là. Pour l'interpellation, Pascal appelle du renfort. Les 3 individus se sont déjà débarrassés discrètement du portefeuille
la pièce à conviction. J'ai 3 tireurs qui ont bossé dans le métro, ils sont en train de dépouiller. Et je suis tout seul. Coup de chance, Pascal voit un collègue sur le trottoir d'en face. Ouais, je suis avec Mikey, c'est bon. Mikey, faut les bouffer. Les 3 voleurs sont neutralisés en pleine rue. Mais l'un d'entre eux tente de prendre la fuite. Assis-toi. Oui, on les a. Tiens. Reste calme, mec. Donne-moi ton bras. Je vais chercher le portefeuille où ils l'ont jeté. Pascal pense savoir où le portefeuille a été abandonné. Et en fin de compte, ils ont glissé le portefeuille dedans. Ils se sont débarrassés du portefeuille. Regarde le portefeuille en bas des escaliers. Fais gaffe, hein. Tiens, dis-lui que je suis dans les égouts. Merci. Hein. Ah, c'est bon, il y a une carte d'identité. C'est un argenté. Ah, ça fait plaisir. Donc, Pour la victime surtout? Ouais, pour la victime et puis pour nous aussi, parce que à marcher pendant des heures, quand on dit qu'on sert, qu'on interpelle, ça fait toujours plaisir. Les 3 voleurs vont être entendus par un officier de police judiciaire. Pascal, lui, fait une étonnante découverte. C'est les premiers que je vois avec un appareil factice. C'est les premiers que je vois. Donc ça veut dire qu'ils se mettent à la page. Les policiers retrouveront également dans la sacoche d'un des voleurs l'argent de la victime. 50, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Vendu? C'est beaucoup? 210. C'est une petite tire. Tous les jours, vous faites des vols? Tout le temps. C'est ton métier? Ouais, c'est ma vie. Les 3 individus seront déférés dès le lendemain devant un juge. Ils risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si beaucoup d'escrocs ont choisi d'opérer en pleine rue, d'autres préfèrent agir sur Internet. Les hommes de la brigade de la Sûreté territoriale du Val-de-Marne s'apprêtent à démanteler un réseau d'escrocs à la carte bancaire. Ils utilisent des numéros de cartes volées à des particuliers pour acheter de la marchandise sur la toile. Yannick dirige l'opération. Dès que vous êtes équipé, dès que vous êtes prêt, on fait un nouveau petit briefing pour la répartition des rôles et comment va se dérouler l'opération. Sharpie, on y va? Donc Mika et puis Mag, vous infiltrerez derrière, très discrètement. Donc il y a une télé, grand écran à livrer, il y a un home cinéma et on a aussi un sèche-linge. Ok? Allez, c'est parti. Leur cible du jour, une femme qui a utilisé des données bancaires volées pour commander du matériel high-tech d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Les policiers ont été alertés par une société de lutte contre la fraude en ligne. C'est ce matin que la suspecte doit recevoir ses colis. Là, on va couvrir une livraison d'un prestataire afin d'interpeller la personne en flagrant délit d'escroquerie. Le livreur est au courant de l'opération. Les policiers attendront discrètement la fin de la livraison pour intervenir. Et pour tout observer, ils ont prévu une camionnette très spéciale. Donc là, on va monter dans notre sous-marin, qui est un véhicule qu'on va positionner juste en bas du bâtiment objectif. Donc on va se mettre à l'intérieur. C'est un peu l'équivalent d'un cheval de Troie pour avoir un maximum d'effets de surprise. Vas-y, démarre, Mika! Le sous-marin se gare juste en face de l'entrée de l'immeuble de l'escroc présumé. Un autre véhicule banalisé est en soutien, stationné discrètement à l'arrière du bâtiment. Ouais, Yannick de Jérôme, je m'annonce sur place. Hein. Ouais, c'est reçu. Là maintenant, il suffit d'attendre. On va attendre le camion de livraison qui va bientôt arriver d'ici quelques minutes. Les livreurs ont pour consigne de décharger la marchandise comme si de rien n'était. Ok, ça passe devant nous. Donc fort transit avec un rayon. Voilà, donc colis TV, donc écran plasma, fort volume, hein, fort volume. Donc il y a un diable. À la fin de la livraison, l'opération est déclenchée. Olive et Jérôme, top pour vous. Les 6 policiers pensent que cette personne fait partie d'un réseau.
Ouais, Sharpie Dianique, nous on descend de la cuve. Pour éviter qu'elle ne prévienne ses complices, ils doivent agir très rapidement après la réception du matériel. On y va, allez, vite. Police! Bouge pas! Ah là là. Allez, vite, répartissez-vous. C'est bon, C'est bon. Il n'y a rien là. Ok. Personne? Les placards? Vous êtes seul ici? Oui. Française, naturelle française. Vous n'êtes pas surprise de nous voir? Non. Bon, vous savez pourquoi on est là alors? Vous vous doutez? Hein? Oui. Pour les numéros des cartes. C'est pour les numéros des cartes? Ouais. Et avec ces numéros des cartes, vous faites quoi? Hein? Vous faites des petites commandes, c'est ça? Ouais. Comment vous les avez eus, les numéros? C'est un ami qui me l'a donné. Vous l'avez vu physiquement? Non. Comment ça s'est passé? Alors, je parle au téléphone. D'accord, et ça fait combien de fois que vous en prenez des numéros à ce monsieur-là? Là, c'est la première fois. Première fois? Oui. Combien vous en avez pris? Il m'a donné 4. 4? Pour combien? Il vous les a donnés ou vous les avez payés? Oui, j'ai payé. Combien? Un numéro, 50 €. Un numéro, 50 €. Vous en avez pris 4. Vous avez payé 200 €. Non, j'ai payé 150, il m'a donné un. Gratuitement. Un gratuit. Pour en acheter le quatrième. D'accord, c'est les soldes. Après ces révélations, les policiers ont confirmation qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie isolée. Les escroqueries, c'est toujours un peu ça. C'est toujours... on tire la première ficelle et puis après... donc ça débouche toujours sur des trucs soit tout petits, soit c'est assez conséquent. Donc vous le connaissez bien, ce monsieur qui vous a passé les cartes bancaires? Oui, je le connais. C'est comment son nom? Il habite où? À Paris, mais je sais pas où. Les policiers n'ont pas d'adresse, mais ils ont déjà le nom du vendeur de données bancaires volées. Et dans le téléphone de l'interpellé, ils trouvent son numéro. Ce qui est intéressant au niveau policier, effectivement, c'est tenter de remonter la personne qui est juste au-dessus d'elle et qui lui fournit effectivement ses cartes bancaires et essayer de comprendre comment il les récupère. Cette femme est interdit bancaire et gagne 830 € par mois en faisant des ménages. Les policiers saisissent les objets qu'ils soupçonnent être liés aux commandes frauduleuses. Canapé en cuir flambant neuf, ordinateur portable haut de gamme et télévision de grande marque. Retour au commissariat de Créteil. L'interpellé est placé en garde à vue. Les policiers vont maintenant essayer de retrouver la trace de l'escroc qui fournit les numéros de carte bancaire. Selon la mise en cause, il serait sur les réseaux sociaux. Effectivement, l'escroc raconte sa vie sur Internet. Il s'affiche avec des liasses de billets, du champagne et avec un téléphone portable à 4 000 €, parfois dans des endroits paradisiaques. Loïc vient de consulter ses fichiers de police. Alors son CV, c'est donc recel, escroquerie, très connu pour escroquerie et très connu également pour usage frauduleux de moyens de paiement. Et on a aussi beaucoup d'usurpation d'identité. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'identités différentes, ce monsieur. Pour être sûr que c'est la bonne personne, Loïc prépare un tapissage. Plusieurs individus en photo. L'interpellé doit désigner qui est son contact. Vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Vous regardez attentivement les photographies. Vous me dites si vous reconnaissez cet ami. Oui, c'est lui. Alors c'est lequel? C'est le numéro 3 là. C'est le numéro 3, vous êtes formel? Oui. Pendant son audition, la femme avoue qu'une partie de la marchandise était destinée à l'escroc. Les objets là qui sont arrivés chez vous, vous alliez en faire quoi après? La télé, en fait, c'était pas pour moi, c'était pour lui. En fait, pour ne pas passer commande directement et ne pas se faire identifier, l'escroc vendait des numéros volés, mais il demandait aussi à ses clients de commander pour lui de la marchandise. Le dossier prend de l'ampleur. Je mets fin à l'audition et donc on va faire une reprise de garde à vue puisque les faits sont requalifiés en escroquerie en bande organisée. Il s'agit désormais de faire tomber l'escroc au plus vite, avant qu'il n'apprenne l'interpellation de cette femme et qu'il prenne la fuite. Pour les policiers, c'est le début d'une chasse à l'homme. Le problème, c'est qu'ils ne disposent que de fausses adresses. Résultat des recherches, et un truc excellent, il a fait 8 déclarations de perte. Donc il y a eu 8 rééditions de son permis de conduire en 8 ans. Il avait une voiture qu'il a vendue en 2007 à soi-même, mais sur son autre identité. D'accord. Tu vois, donc là, c'est le véritable escroc, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il a 50 identités, il permis de conduire X aussi, voilà, c'est le véritable escroc, quoi.
Difficulté supplémentaire, à la photo de l'escroc correspondent plusieurs identités et plusieurs fichiers de police. Pour le localiser, il faut le mettre sur écoute, mais surtout vérifier que le numéro trouvé ce matin est toujours actif. Ils le font sonner et raccrochent immédiatement. Attention, moment de vérité. Moment de vérité. Ça se trouve, il est en mode Ah, t'as rien qui sonne. Le réseau Ça fonctionne, c'est bien. Ouais. Donc s'il appelle, on aura les messages et les appels de ce monsieur-là. Donc on pourra peut-être essayer de l'identifier plus rapidement. Les écoutes téléphoniques vont tourner toute la nuit. Le lendemain matin, à la première heure, Mika vérifie les enregistrements des conversations de l'escroc. Alors il vit la nuit, c'est certain. Ce matin, il s'est couché vers 8h, 8h30. Il est rentré chez lui, en tout cas à cette heure-là. Il a tourné toute la nuit autour d'Aubervilliers, la Courneuve. Il se lève en début d'après-midi, quoi. Il n'a pas l'air spécialement vigilant sur ses conversations, en tout cas. C'est en début de soirée que l'escroc va commettre sa première erreur. C'est simple, viens au côté de la chapelle. De la chapelle? Ouais, viens devant le tabac. Oui. Il vient de donner un lieu de rendez-vous par téléphone. Les policiers décident de se rendre sur place, mais ils ne connaissent pas son véhicule. Charpie est en première position. Ils sont à l'affût du moindre comportement suspect. Ah oui, on t'a vu, t'es devant le tabac, là. Il n'y en a qu'un, de toute façon. Bah, on s'est mis dans le sens inverse. 3 voitures de police quadrillent le secteur. Il faut attendre, il faut être patient, et puis ça va mordre. Pas de raison. Quelques minutes plus tard, Mika repère un véhicule qui se gare en double fil. Je pense que le Jaguar, ça peut être bon. Le Jaguar à gauche. Ah, il a un warning. Puis, un second véhicule se gare devant le premier. Il y a, je pense que c'est un Qashqai qui vient d'arriver, qui s'est garé devant un Jaguar, et le mec est descendu, t'as le contact. Une voiture de police banalisée passe à proximité pour avoir une confirmation visuelle. Effectivement, le conducteur du deuxième véhicule est bien l'homme recherché. C'est lui, là, c'est lui. Pour savoir où l'escroc habite, les policiers le prennent en filature. Il est au volant de ce 4x4 gris. On l'a juste à vue devant nous. À son domicile, Mika et Yannick espèrent trouver des preuves des vols de numéros de carte bancaire et des informations sur son business crapuleux. Ouais, toujours fil de droite et ça roule. Fil de droite, porte de la Villette, ça roule tout droit. La poursuite va durer plusieurs heures. Quand soudain, l'escroc fait une marche arrière suspecte. Bon, nous on l'a vu, mais c'est un peu bizarre ce qu'il est en train de faire. Hein. Les policiers craignent d'avoir été démasqués. On va lâcher le véhicule, hein. Donc on lâche la filoche et on rentre au service, hein. C'est reçu? Ce soir, ils ne prennent aucun risque. L'opération est reconduite au lendemain matin. Les policiers n'ont toujours pas l'adresse du suspect. Mais grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, ils savent dans quel quartier chercher. Sur place, ils tombent sur son véhicule, identifié la veille lors de la filature. Un riverain le connaît, il indique le domicile de l'escroc. Pour l'interpellation, ils ont prévu un bélier. Selon les fichiers de police, l'homme a 4 avis de recherche et un mandat d'arrêt à son encontre. Chut. Aucun bruit, mais les policiers pensent que le suspect est à l'intérieur. Je vais taper pour le faire venir. Ça pue. Je peux pas y obligé de se pousser, Mika. Mika, je vais y aller. Vas-y. Attention. Police! On va pas arriver! Police! Là. À terre! Touche-le! À terre! C'est bien. Là-bas, les filles, là-bas. Les autres collègues, passe. Ta main dans le dos! Ta main, c'est bon. Laisse-toi faire. Mets-le. Tais-toi. La police, c'est la police. Ton bras! C'est la police, bouge pas. Ton bras! Donne ton bras, donne-le. Donne ton bras. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? J'ai des questions, d'accord? Ton nom, c'est quoi?
C'est quoi ton nom? L'homme garde le silence. C'est quoi ton nom? Comme beaucoup d'escrocs, il refuse de donner son identité. Donc je viens d'aviser le juge, on notifie sa garde à vue, les droits. Monsieur, vous allez me regarder. D'accord? Vous allez assumer un peu ce que vous faites. Vous êtes placé en garde à vue pour les motifs d'escroquerie en bonne organisée, tentative d'escroquerie en bonne organisée, recel de faux documents administratifs, recel de fonds en écriture privée, vol, faux usage de fonds en écriture privée. Vous voulez qu'on en rajoute après derrière? Vous êtes un escroc, monsieur. Ça vous emmerde, hein? Ça vous emmerde hein, quand vous escrochez. C'est chez vous comme ça, mais c'est pas grave. Ça vous emmerde. Hein. Bah ouais, quand on fait des escroqueries depuis des années. Hein. C'est pas grave. Alors, ouais. Les policiers débutent la perquisition. Ils veulent connaître la véritable identité de l'escroc. Car il a été arrêté plusieurs fois avec des noms différents. Dans ce classeur, ils mettent la main sur une dizaine de documents officiels. Mais lequel est le bon? Je sais pas. C'est pas. C'est votre frère jumeau encore? Peut-être. Il y a peu de doute. Regardez-moi, monsieur. Regardez-moi. Ah, c'est vrai, il y a peu de doute quand même. Ouais, c'est pas mal, non? Ça passe. Alors, je sais plus où j'en suis, moi, du coup. Ah, voilà. Avec un beau visage, joli visage gabonais. Et du coup, vous êtes gabonais, malien, sénégalais, vous êtes quoi exactement, monsieur, comme origine? Tous ces documents étrangers semblent authentiques. Mika découvre également une photocopie d'un passeport français avec dessus la photo de l'escroc. Soit vous avez des faux documents français, soit vous avez des faux documents maliens. Et en général, c'est des faux documents français qu'on trouve. Où monsieur est agent secret, ouais. Vous êtes le Jason Bourne du Mali, en fait. C'est ça? Non? On a bien fait de péter la porte, alors. Impossible d'en savoir plus pour le moment sur son identité. Mais la suite de la perquisition réserve une belle surprise. C'est quoi, ça? Alors là... Les numéros de carte bancaire avec des dates de validité. C'est quoi ça, monsieur X? Ouais. Pas Kayamani. Ça ou pas? Non, monsieur, c'est quoi ça? C'est le numéro de carte bancaire. Des séries entières, bien classées, avec le fameux cryptogramme à 3 chiffres qui permet de passer commande sur Internet. Ce sont ces numéros qu'il revendait pour 50 €. L'individu est sans emploi et pourtant, les policiers découvrent aussi du matériel high-tech et des vêtements de grande marque. Ça, c'est des pompes à 500 €, entre 300 et 500 €. C'est des pompes un peu moins chères, ça va dans les 120, mais bon. J'imagine que c'est des pompes de marque plus ou moins à la mode et certaines marques de luxe, donc apparemment en totale inadéquation avec les revenus supposés, et en tout cas très certainement en rapport avec l'escroquerie qui le concerne. L'escroc a des goûts de luxe et avant sa garde à vue, il fait un petit caprice. C'est de la merde, ça. Il fait avoir froid, là. Voilà, elles sont là-bas, là, les gars. Excuse-moi, elles sont là-bas, là. Quelle chaussure? Là-bas, là. Voilà. Je préfère même ça. Le cinéma est long pour une paire de chaussures, hein? Non, c'est même pas ça. Parce que Ça, c'est bon, ça? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça y est, il a mis ses chaussures, Alors, on a des monsieur? chaussures, bateau. Il a mis ses chaussures. Eh ben, c'est parfait, ça. Ah oui, t'inquiète pas. Ouais. Direction le commissariat de Créteil. Les policiers espèrent qu'avec le relevé des empreintes digitales de l'escroc, ils pourront découvrir sa véritable identité. Mais visiblement, l'homme connaît très bien la loi et il refuse cette procédure. Nous, on nous a demandé de prendre vos empreintes et prendre l'ADN. Vous voulez le faire ou pas le faire? Vous voulez pas du tout le faire? Généralement, ils le font, mais là, vu qu'il se présente sous plusieurs identités, il veut pas qu'on le retrouve. Il refuse. Il refuse? Ouais. Catégorique. Hein. Ça aggrave son cas, ouais. Et puis, de toute façon, tous les papiers qu'on a, c'est avec sa photo, donc concrètement, c'est les identités fantaisistes qui là, on va les retrouver. Ça va nous prendre un peu plus de temps, mais on va les retrouver, quoi. Les policiers ne peuvent pas l'obliger à donner ses empreintes, mais cela est puni par la loi. L'homme risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Avec ce refus, Olivier et ses collègues sont contraints d'approfondir leurs recherches. Un coup, il est congolais, un coup, il est malien, un coup, il est français, donc voilà, faire le tri, mais c'est pas un casse-tête, mais disons que c'est le lot habituel du parfait escroc, quoi, qui essaie de brouiller les pistes. Il y a toujours des erreurs, heureusement, toujours des erreurs. Jérôme, lui, espère que l'individu commettra une erreur lors de son audition. Profession, je mets quoi, monsieur?
Vous ne travaillez pas. Si j'avais de l'humour, je mettrais escroc, mais bon, ça vous ferait pas rire. Si ça vous fait sourire, bon, ça va, principal. Pour tenter de trouver l'identité de l'escroc, les policiers procèdent par élimination. Son permis français intrigue Olivier. Une recherche dans les fichiers de la préfecture indique que la photo originale, celle fournie lors de sa première émission, n'est pas celle de l'escroc. C'est pas du tout la même personne. Hein. On voit très bien au niveau de la coupe, notamment l'implantation capillaire. En fait, il s'agit très certainement d'une usurpation d'identité. L'individu interpellé a mis sa photo sur le permis d'un autre. Les policiers le mettent face à cette découverte. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi. C'est vous? Oui. D'accord. Ça, c'est quand vous avez fait le permis de conduire qui est ici, qu'on a retrouvé dans votre poche. Donc vous revendiquez l'identité. Et c'est ce monsieur-là qui a fait le permis. C'est faux. Ah, c'est faux. C'est pas lui non plus. Sa pièce d'identité française. Ouais. Avec son numéro français qui correspond. C'est pas lui. D'accord. Très bien, monsieur. Donc on conclut, et tout le monde est présent pour en attester que vous êtes le menteur, monsieur. Avec ce tour de passe-passe, l'homme possédait un vrai document français, mais avec une mauvaise photo. C'est gênant hein, d'être en situation irrégulière. Hein. C'est mieux d'avoir des faux papiers français. Ben, c'est bien. Hein? C'est ça, monsieur. Donc vous assumez pas? Vous me croyez pas. Ben aussi, vous me croyez pas. Faites ce que vous voulez pour me montrer c'est quoi mon identité, c'est tout, c'est simple. Malgré les évidences, l'escroc tient tête aux policiers et prétend toujours être français. Il n'avouera jamais ses origines. Comme je vous l'ai dit, vous êtes né anonyme et vous mourrez anonyme, monsieur. C'est tout. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est tout. Aucun Donc maintenant, après, c'est juste ridicule, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Écoute. Et la finalité, vous la connaissez, quoi. Il y a de très grandes chances que... Il n'y a aucun problème. Hein, que la prochaine musique que vous jouiez, c'est avec les harpes des bords de votre prison. Voilà. Je pense que c'est ça, quoi. Voilà. La seule chose que l'homme accepte de dévoiler aux policiers, c'est comment il se procure les numéros de carte bancaire frauduleux. Alors, comment vous faites, alors? Montrez-moi comment vous faites. En fait, l'escroc achetait tout simplement les numéros sur des sites internet pirates, basés à l'étranger. Et donc c'est un site d'hackers, c'est ça? Hacker. C'est un site de hackers, c'est ça? L'homme les revendait ensuite sur les réseaux sociaux ou encore par texto à des connaissances. Comme celui-ci, extrait de son téléphone portable. L'individu sera placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée. Ces sites pirates où se vendent les données bancaires volées à des particuliers foisonnent sur Internet. Et les escrocs qui font usage de ces numéros de cartes dérobées agissent sur tout le territoire. Depuis plusieurs mois, la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse enquête sur ces sites Internet pirates et ses utilisateurs. Aujourd'hui, les gendarmes vont faire tomber un important réseau. Ils vont arrêter une vingtaine de personnes. L'adjudant Ravaillac est le directeur de cette grosse enquête. Ce sont des forums extrêmement privés, des forums qu'on appelle underground, qui sont sur invitation, c'est-à-dire afin d'éviter que des personnes malveillantes, genre par exemple des forces de l'ordre, arrivent à pénétrer à l'intérieur. Il faut que vous soyez intronisé par des personnes qui sont déjà présentes dans le milieu. Un long travail d'infiltration très délicat dans le monde des hackers. Et comment on monte pas de planche quand on est gendarme pour aller sur le forum? Alors ça, c'est un secret. Ça, malheureusement, nous ne pouvons pas tout vous dévoiler. Avant de se retrouver sur Internet, voici comment nos numéros de carte bancaire peuvent être volés. Il faut être très vigilant. Les délinquants imaginent des systèmes sophistiqués pour piéger les distributeurs de billets, comme avec cette fausse façade. Ce minuscule petit trou n'est plus ni moins n'est que le prolongement de la caméra qui, elle, va filmer les données que vous allez taper dans le cadre de votre retrait de distributeur automatique de billets. En plus de votre code secret, les pirates peuvent récupérer vos données bancaires grâce à un mini-scanner caché dans un faux lecteur de cartes, lui aussi fixé sur le distributeur. Toutes les données sont enregistrées sur un disque dur que les pirates viendront rechercher discrètement, puis ils les vendent sur Internet. Voilà, là par exemple, vous avez à l'écran une liste de numéros de carte bancaire qui ont été envoyés. Donc vous avez le numéro de la carte, la date de validité, le cryptogramme, l'identité de la personne, son adresse, là où elle habite, son numéro de téléphone, tout ce qui concerne la personne. Toutes ces données ont été piratées et sont revendues après à la pièce au plus offrant. 80 € pour une carte bancaire de base et jusqu'à 600 € pour le top des cartes de paiement. Les clients du site peuvent passer commande sur Internet, mais ce n'est pas tout.
Avec ces informations et un processus complexe, certains escrocs parviennent aussi à fabriquer une copie d'une carte bancaire originale grâce à ce petit appareil. Notamment pour les cartes américaines qui sont sans plafond pour certaines. Si elles sont bien alimentées, eh bien, automatiquement, vous pouvez débiter autant que vous voulez, quoi. Avec ce système et le code secret, les utilisateurs du site peuvent même retirer de l'argent au distributeur. Dans cette affaire, les sommes détournées sont vertigineuses. À l'heure actuelle, on peut estimer que le réseau qu'on a découvert, celui-ci plus la suite du dossier dont on ne peut pas encore évoquer, relève de plus de 6 millions d'euros. Allez. Vous voulez Junior Réveillé que j'écoute? Ce matin, la section de recherche de Toulouse a chargé 133 gendarmes d'interpeller 20 clients de ce réseau pirate un peu partout en France. Ils pensaient être protégés par l'anonymat d'Internet, mais leur escroquerie va leur coûter très cher. L'équipe de Toulouse reçoit par téléphone les premiers résultats des interpellations, numérotés de C01 à C020. Pour le C03, 6 h du matin, il accepte de s'expliquer sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Non, il reste toutes les envois fax. Ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est toujours le rush là, c'est la période la plus difficile puisque c'est là où tous les enquêteurs appellent de toute la France par rapport à l'opération pour donner les résultats et les premières interpellations. À Lille, un groupe de gendarmes se prépare à interpeller l'objectif C06. L'individu vit dans un immeuble modeste en banlieue. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Bonjour. C'est qui? Vas-y, tu te lèves, s'il te plaît. C'est la gendarmerie, la section recherche. On va t'expliquer pourquoi on est là. C'est quoi, c'est ton frère là? Ouais. Bon, tu mets une robe de chambre, on va sortir dans le hall. Est-ce que tu as un ordinateur ici à toi? D'accord, donc on va le prendre. On va regarder. Et ce qui m'intéresserait quand même, avant de faire une perquisition, c'est que tu me donnes quelques renseignements sur, par exemple, je sais pas, au hasard des cartes bleues, quoi. Des numéros de cartes bleues. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Pas de mots, mais... Non, mais non. Non. Ah, je vois à peu près. Tu vois de quoi je parlais? Oui. D'accord. Est-ce que tu as conservé des traces ici? Que ce soit informatique ou papier ou ce que tu veux? Oui. D'accord. Donc tu vas me les donner? D'accord. Allez. C'est sur un disque dur. Alors, tu vas me sortir ton disque dur. Et puis je l'exploiterai par la suite. Allez, tu allumes la lumière, s'il te plaît. Les gendarmes perquisitionnent la chambre du jeune homme. Des cahiers d'écoliers, une maquette de bateau, des photos de stars. L'interpellé est un lycéen modèle de première S. Pendant la fouille, les gendarmes ne trouvent aucun document compromettant. Mais le jeune homme, tendu, passe vite aux aveux. Des personnes avec qui tu étais en contact via Internet, ou tu as eu des numéros de carte bleue? J'ai eu des échanges avec un Camerounais. Ouais. Il m'a donné une carte française, donc je commandais un GPS et une table de mixage. 2 petites commandes frauduleuses, punissables par la loi, qui mettent l'apprenti pirate en état de choc. Tu veux boire quelque chose de chaud? Tu t'as mis chaudement? Ah, c'est parce que tu es sous le coup de l'émotion, mais c'est normal. D'habitude, c'est ta maman qui te réveille. Là, c'est les gendarmes, c'est pas pareil. Non, c'est moi. En plus, c'est un jeune en fait qui s'est essayé sur le net. Tout simplement, ça a marché, pas marché, ça, les éléments techniques vont le déterminer ou pas. Non, à mon avis, c'est juste un jeune de primo-délinquant qui se matave rapidement. Les gendarmes embarquent son ordinateur. Le jeune homme sera placé en garde à vue, le temps d'exploiter les données. Les enquêteurs de Lille veulent maintenant retrouver les numéros de cartes bancaires frauduleux utilisés par le jeune pirate. Il est protégé par mot de passe. Il y a mot de passe, alors. Pascal Morin. Le gendarme tente un coup de poker. Ouais. Il demande à parler aux mises en cause dans sa cellule de garde à vue. On est sur ton disque dur externe là. Le nom du fichier, c'est quoi? Ouais, je l'ai. Il est protégé par un mot de passe, c'est quoi? Alors, SO minuscule? Ouais, c'est bon, impeccable. Je te remercie, tout à l'heure.
Le dossier protégé est une vraie caverne d'Ali Baba. À l'intérieur, des dizaines de numéros de cartes frauduleux encore valides. Vu les identités, il s'agit de cartes bancaires françaises. Les gendarmes trouvent également des copies de cartes de paiement avec les pièces d'identité de leurs titulaires. De quoi commettre beaucoup d'escroqueries. Mais le jeune pirate n'a certainement pas eu le courage de tous les utiliser. Le gendarme est satisfait de cette découverte. C'est ce qu'on nous a demandé de rechercher dans le cadre de la commission rogatoire, donc voilà, mission accomplie. À Toulouse, à la section de recherche, le tableau des interpellations est déjà bien rempli. Le directeur d'enquête informe le parquet. Ah, monsieur le juge, parfait, impeccable. Là, pour l'instant, donc, on est à 14 gardes à vue en cours, qui ont été lancés. On en a 4 qui vont arriver incessamment sous peu. Et on a 6 individus, pour l'instant, qui n'ont pas été trouvés. Donc, pour l'instant, on est content, 90% au moins interpellés. Donc c'est surtout succès, mais c'est surtout ce qui est le plus gros succès, c'est qu'il n'y a pas d'incident. Voilà, et ça, pour nous, c'est le plus important. En France, en 2012, 650 000 ménages ont été victimes de fraude à la carte bancaire. Un chiffre en constante augmentation. Si le monde virtuel regorge d'escrocs, des sociétés bien physiques aux pratiques douteuses s'installent dans nos villes et nos campagnes et font elles aussi des milliers de victimes. Dans les environs de Bordeaux, Émilie vient d'en faire la douloureuse expérience. Je vais vous montrer le fameux qui est stationné ici. Il prend pas mal de place. Vous en avez servi beaucoup? Non. Jamais. Parce que c'est pas du tout maniable, je trouve. Il est trop gros, il passe pas sous les lits. C'est trop lourd, c'est compliqué. Voilà, donc je peux ranger l'animal. Et pourtant, ce drôle d'aspirateur fabriqué aux États-Unis, Émilie l'a acheté plus de 3 000 € lors d'une vente à domicile qui a duré des heures. Émilie n'a pas su dire non au vendeur, venu de la part d'un ami, et elle en fait encore les frais. Et j'ai mis toutes mes économies dedans, quoi. Et maintenant, je suis en surendettement. Voilà. Ses économies à sec, Émilie a dû souscrire un crédit qui va lui coûter très cher et transformer sa vie en cauchemar. Ce mois-ci, mon loyer a été refusé. Je ne pourrais pas payer mes impôts locatifs et subvenir aux besoins de ma fille. Voilà. Tout ça pour un aspirateur. Ces aspirateurs hors de prix sont vendus uniquement lors d'un démarchage à domicile, toujours sur les recommandations d'un proche. Nous avons rencontré l'un de ces vendeurs, Vincent. On va voir un petit peu tout ce que peut faire le... Et là, tadam, le suceur, comme ceci. Pour les animaux, celle-ci. Faire un petit massage à son chien ou à son chat. Donc c'est vrai que quand on déballe, il faut un peu le bordel, hein, mais après... on a le kit turbo, le kit bricolage, avec une ponceuse. Vincent souhaite aujourd'hui quitter cette société. Il a accepté de nous faire pénétrer dans l'entreprise et de nous faire découvrir ses pratiques contestables. Une fois qu'on est chez les gens, on est là pour vendre l'appareil. Donc il n'y a plus de pitié, quoi. Plus de pitié. Plus les chiffres sont gros, bah, plus ça passe. Nous suivons Vincent pour l'une de ses dernières démonstrations. Il a rendez-vous chez une dame, une connaissance de sa famille. Nous filmons en caméra cachée. Dès le début de la démonstration, Vincent joue sur la corde sensible. Son avenir, en tant que jeune employé, dépendrait d'un mystérieux concours. On serait gentil de m'accueillir chez vous. Ça m'aide vachement pour mon petit concours. Parce qu'on a un petit concours en ce moment, mais qui se termine aujourd'hui. C'est pour une évolution future très rapide. Et donc c'est très important. Moi, je suis à vraiment très peu de points pour évoluer en tant que chef d'équipe le mois prochain. Ce concours, qui se termine soi-disant ce soir, est en fait un moyen de pression appris par cœur lors de sa formation. Comme devoir démontrer à cette femme que son logement est extrêmement sale. Pourtant, vous êtes assise sur ça. Donc est-ce que vous continuez à avoir ça comme poussière sur vos
fauteuils ou vous voulez vraiment avoir des fauteuils qui sentent bon, qui n'ont plus de poussière, etc. Puis vient le tour des fonctions soi-disant extraordinaires de l'appareil. À l'intérieur, on a un petit peu de ce produit magique. Il sert à quoi alors ce produit? Ça remplace le pressing. Après l'économie du pressing, le coup de grâce. L'appareil remplacerait aussi des séances de kiné. Après là, il y a un petit plus. Là, si je vous dis, madame, que c'est une masseuse, est-ce que vous me croyez ou pas? Si vous me le dites, je viens vous croire. Il faut savoir que c'est idéal pour reposer un muscle, mais ça fluidifie le sang. Et juste avant la fin de la démonstration, Vincent a une mission capitale, récupérer les noms des amis de cette dame. Donc sur une liste de 15 noms minimum, vous gagnez un petit cadeau. Donc il faut que j'ai un maximum de noms pour continuer à faire mon boulot, quoi. Et pendant qu'elle épluche son carnet d'adresses, le vendeur fait mine de nettoyer. Allez-y madame, allez plus que 4 ou 5. Ses contacts, Vincent pourra les appeler de la part de la dame. Ils seront en toute confiance pour assister à une future démonstration. Vincent passe maintenant aux choses sérieuses. Si le de être commercialisé, il coûterait entre 4 500 voire 5 000 euros. Mais non, là pour le moment, c'est vraiment pas possible. Donc c'est juste une question d'argent, quoi. Ah oui, oui. C'est une autre solution. Où là, c'est 72 abonnements de 64 euros seulement. Cette solution correspond à 2 euros par jour. Soit un crédit sur 6 ans et un coût total de 4 608 euros. La dame n'est pas convaincue. Là, c'est vraiment pas possible. Ça m'aurait peut-être suffi pour mon évolution. Vincent fait semblant d'être effondré. Ce jeu d'acteur lui a aussi été enseigné lors de sa formation, comme cet appel aux responsables. Je vous passe madame, hein. Pensez à mon concours, faites quelque chose pour moi et pour eux. Allez, je vous la passe. Bonjour, je suis d'accord, mais là, financièrement, je ne peux absolument pas mettre 60 euros par mois, même 60 euros par mois en ce moment, je ne peux pas. Le responsable fait la sourde oreille. Il insiste sur l'avenir compromis de Vincent et essaie de faire culpabiliser la cliente. Cette cliente n'a finalement pas cédé. Vincent nous dévoile qu'en fait, cette échéance du concours n'en est pas vraiment une. Donc c'est un jeu de petits sketchs, il faut qu'on parle d'un concours. Un concours pour une évolution, un concours pour des voyages qui se finit le soir même, alors que pas du tout, le concours il est encore en jeu pour plusieurs mois. Si Vincent souhaite aujourd'hui quitter cette société, c'est parce qu'en quelques semaines, il a fait plus de 2000 km en voiture et des dizaines de démonstrations pour presque rien. J'ai fait 7 ventes et j'ai touché à peine 200 euros. Pire, le jeune homme s'est vite rendu compte que cet aspirateur hors de prix est quasiment invendable, sauf à ses proches. Il était sans emploi et sa famille a voulu l'aider. Donc au début, on voit nos familles, on voit nos amis. À la base, ils disent pour s'entraîner à la démonstration, mais après, on se rend bien compte qu'au final, c'est pour vendre l'appareil. Et moi, j'ai vendu à mes parents, j'ai vendu à mes grands-parents, à ma grand-mère. Je me sens mal si je pouvais faire une marche arrière et dire aux gens ne prenez pas. Voilà, je ferai. En fait, cette société recruterait des centaines de jeunes chaque année dans le but de vendre essentiellement sa marchandise à leur famille. Je me suis fait vraiment manipuler, quoi. Et on s'en rend pas compte. On ne voit rien venir, on est dans un système où on dit oui à tout. La société régionale qui vend ses aspirateurs américains est située dans la zone industrielle d'un petit village du Bordelais. Nous l'avons infiltré en caméra cachée et nous étions loin d'imaginer ce que nous allions découvrir. La première réunion de la journée commence par une petite danse obligatoire. Puis, on sonne la cloche pour féliciter les vendeurs. Donc à une amie, elle a été très contente surtout de la ZBrush plus la brosse à matelas.
Donc elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci, je signe le contrat. Ce vendeur vient de réussir une vente à une proche. Et sa récompense, il la joue aux fléchettes. Je vous laisse faire les petites fléchettes, d'accord? Ah merde. Putain, vous l'avez déstabilisé. Et 11. 49 et 11. 60. 60. C'est bien. On applaudit. L'homme est chanceux, il vient de gagner une prime de 60 €. Puis, c'est au tour du patron d'entrer en scène. Durant plusieurs heures, ses employés vont subir un véritable lavage de cerveau. Aujourd'hui, quand on dit qu'on aime quelque chose, c'est pas normal. Moi, j'aime mes enfants. Excusez-moi, je suis pas un secte. Je suis pas mormon non plus. Non, mais je vous le dis. J'aime mon chien. Excusez-moi, je suis pas rentré dans la secte des chiens. Le patron craint visiblement que sa société soit comparée à une secte. Il tient à rassurer ses employés sur le sérieux de son entreprise. C'est un produit qui se vend. Ça fait 100 ans bientôt qu'il est vendu. Il est représenté dans 77 pays. Je veux bien qu'il y ait 77 connards dans le monde, mais un peu plus, parce qu'imagine le nombre d'agences qu'il y a. C'est là qu'on est tous vraiment des débilos. D'accord? Et expliquez-moi comment ça se fait que aujourd'hui, depuis le temps que c'est aux États-Unis, ils n'ont jamais eu de problème avec les États-Unis. En fait, des agences et des vendeurs, comme ici à Bordeaux, ont de nombreuses fois été condamnés aux États-Unis. Par exemple, à Washington, où un vendeur a dû dédommager 19 victimes, toutes des personnes âgées. Il y a aussi une agence du Connecticut qui a dû verser une amende de 25 000 $ pour des méthodes de vente trop agressives. En France, il n'y a pour l'instant pas eu de condamnation. Dans une salle voisine, un groupe de jeunes recrues est en pleine formation. Nous avons infiltré une journaliste équipée d'une caméra cachée. Top, top. Voilà, nickel. Et voilà. Ok, et puis après, on chante. Pendant des heures et des heures, les futurs vendeurs doivent apprendre par cœur comment présenter l'appareil lors des démonstrations. Tout au long des 5 jours que dure la formation, les responsables de la société assomment les jeunes recrues de méthodes choc pour vendre. On vient créer l'urgence sur la santé, sur l'hygiène de la maison, propreté. Bon, si c'est pas urgent, ils vont pas dépenser d'argent. Si ça devient urgent, ils vont dépenser d'argent. Mais ce n'est pas tout. Le formateur a une autre astuce. Mais plus je suis barjot, plus les gens passent un bon moment, plus ils me trouvent sympathique et plus ils ont envie d'acheter l'appareil. Les responsables ne perdent jamais le nord. Dès le 2e jour, ils demandent aux apprentis vendeurs de remplir une petite liste. Je vous ai préparé un petit planning, qu'on puisse commencer tranquillement à appeler notre famille, nos proches, nos amis. Pour les premiers clients. Pas les premiers clients, c'est ta famille. L'intention est claire. Et pour motiver ces jeunes à vendre à leurs proches, le patron vient une nouvelle fois mettre la pression. Il leur propose maintenant un contrat en or. C'est parce que les gens que je recherche aujourd'hui, ce sont des gens vraiment que je veux mettre en place avec des postes à responsabilité. Et je sais que j'ai tout un secteur où j'aurai des propositions d'évolution de poste, mais très rapides à certaines personnes. Et ceux qui voudront continuer, me diront voilà, on continue, et moi j'en recevrai dans mon bureau un par un. Et si c'est OK, c'est une demande d'attaque avec un CDI. Nous nous sommes procuré une copie de ce CDI proposé par le patron. En fait, il s'agit d'un simple contrat de vendeur à domicile indépendant, sans aucune garantie d'emploi. Quant aux fiches de paye, il n'y en a pas. À la place, seulement un bulletin de commission. Un mensonge généralisé dans les dizaines d'agences vendant cet aspirateur en France. Toutes recrutent de la même manière, en postant sur Internet de fausses annonces de vendeurs-livreurs, proposant un CDI et une évolution rapide. Pour noyer le poisson, les patrons des différentes agences font aussi miroiter à leurs futurs vendeurs une avalanche de cadeaux. On a 3 voyages à gagner par an. Là, c'est Marrakech. Il y a un GPS et un appareil photo numérique. Le patron insiste même sur son extrême générosité. C'est pour ça que je fais beaucoup de chiffre d'affaires et très peu de bénéfices. Parce que je donne beaucoup. Cet argent qui tombe du ciel, Vincent n'en a pas vu la couleur, comme de nombreux anciens vendeurs que nous avons rencontrés. Aujourd'hui, le jeune homme va jeter l'éponge. Il ne veut plus subir les pratiques de cette société, ni sa pression quotidienne. Des dizaines de textos envoyés par son responsable, même le week-end.
Donc là, un message du 15 novembre à 9h18. Donc c'est allez les gens, on se donne à fond aujourd'hui. On se motive à s'avancer dans son mode 15 pour partir à Marrakech. Qui veut bouger son cul en vacances avec son patron? Qui veut d'évoluer? Qui manque la cune aujourd'hui? Allez, go les amis, je compte sur vous. Rien ne peut vous arrêter. Donc ça, c'est un petit message au réveil qui motive en permanence, tous les jours. Des messages comme ça. Vincent était endoctriné. C'est sa petite amie qui lui a ouvert les yeux. Je lui demandais assez souvent quand est-ce que t'es payé, quand est-ce que t'es payé, il faut pas que tu te fasses avoir. Et inconsciemment, je pense qu'il le savait, qu'il était en train de tomber dans le piège. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Vincent n'a plus un sou sur son compte. Malgré ses difficultés financières, Vincent tient à annuler la vente faite à sa grand-mère. Allô, Paponne? Bonjour mon chéri, comment vas-tu? J'ai récupéré ton chèque. Donc là, normalement, c'est bon, t'as pas de soucis à te faire par rapport à ça, et voilà. D'accord, bon, bah c'est bien gentil de m'avoir appelé. Naturellement. Mais pour les autres ventes faites à sa famille, il est déjà trop tard. Et voilà. Avant de quitter la société, Vincent compte bien récupérer ses commissions auprès de son ancien patron, soit un peu plus de 800 €. Ça fait un mois et demi que je suis là, j'ai touché à peine 200 €, j'ai dépensé Aujourd'hui, tu vas avoir 300 €. 5 fois plus. C'est ce qu'on va faire, on va te payer, on arrête là, d'accord? Ouais, non mais moi c'est ce que je veux. Moi c'est ce que je veux, je vais être payé entièrement aujourd'hui, tout ce qu'on doit, et après je me casse. Et tu te casses. Devant la détermination de Vincent, son ancien patron finit par lui faire un chèque, mais il le pousse vers la sortie. J'ai plus de sous, d'accord? Moi j'ai plus rien, j'ai plus d'argent. C'est ma thune, c'est ma thune. Oui, on me la doit. On me la doit. Je peux un pigeon? Ouais, c'est bon, allez, casse-toi. Malgré son chèque de 800 €, cette expérience reste pour le jeune homme très difficile à digérer. On travaille pour avoir de l'argent, je suis comme tout le monde. Et là je me rends compte que je me suis fait embobiner. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur à naître, quoi. Les dizaines d'agences proposant cet aspirateur un peu partout en France utilisent tous les ans des centaines de jeunes comme Vincent. En voulant vendre à tout prix, elles font plonger des familles entières dans des difficultés financières et parfois dans le surendettement.